en 5 minutes à peu près pour que vous puissiez parler. Si cela vous va, on va commencer. Je souhaite la bienvenue à tous nos participants de ce webinaire qui va traiter des résultats de la grande réunion qui s'est tenue au Costa Rica et puis les actions de suivi que les partenaires peuvent entreprendre ou peuvent entreprendre. Donc, je suis vraiment très heureux de vous avoir avec nous tous. Je suis Balwant Godara, je travaille au secrétariat du SWA et ceux qui étaient au Costa Rica, qui ont eu le grand plaisir de vous rencontrer et pour la donc, nous avons parmi nous Monsieur Vonji Andriamanga, qui est l'honorable ministre de l'énergie, de l'eau et des hydrocarbures du Madagascar. Il va nous présenter ses ressentis sur la réunion et puis la suite de cette réunion-là. Alors, il y a tout juste 3 minutes, on vient de terminer une des réunions en anglais, enfin un des webinaires en anglais. Et puis, plus tôt dans la journée, il y a eu un premier webinaire en anglais. Alors, au total, en moyenne, les deux, on a eu une très bonne participation, une quarantaine de connexions dans chaque webinaire. Et puis, on a aussi eu des interventions de très très haut niveau. Donc, nous avons eu le ministre d'État du Sierra Leone, nous avons eu le ministre des Ressources en eau, pardon, le ministre de l'Environnement des Maldives. On a eu le secrétaire général du Kenya et puis les directeurs généraux de Vietnam et de Myanmar. Et en plus de toutes ces interventions de des personnes des ministères, aussi eu la société civile de l'Asie du Sud et du Malawi et le secteur privé avec un organisme du Nigeria et puis les partenaires techniques et les bailleurs de fonds. Donc nous avons eu l'agence bilatérale australienne et puis l'agence bilatérale anglaise, la DFID. Donc voilà, ce webinaire, avec votre permission, va être structuré comme suit. Je fais ces 2-3 petits mots d'ouverture. Ensuite, collègue Yod, le chef des opérations au SW, vous présenter une première partie qui sera un résumé très succinct de la réunion qui s'est tenue. Suite à cela, on va demander à Monsieur le ministre d'intervenir. Et puis, on a normalement 2 autres interventions, l'une de l'UNICEF et l'autre de la société civile. Donc ça, ces interventions vont parler de leurs ressentis et puis des actions de suivi. Et ce qui va me permettre, moi, de faire la transition vers l'après-réunion. C'est après cette réunion. À la fin, nous allons avoir un petit exercice qu'on a trouvé assez utile pour récolter vos retours sur les actions que vous allez entreprendre. Voilà, donc c'est regarder en arrière et puis regarder de l'avant. Nous avons total 1h30, donc si tout se passe bien, on va tenir ce temps puisque tout de suite après, il y a le webinaire en espagnol. Donc, il y a dos à dos, on a anglais, français et espagnol, qui était donc, et c'est une bonne illustration de ce que c'est le partenariat maintenant. C'est un partenariat très simple. Donc, c'est rôle, je vous demande de présenter les premiers. Next. Vitaly, the next slide, please. Ok. Keep going. Alors, ici, vous avez un aperçu de quelques-uns des participants de la réunion. Et puisqu'il y avait plus de 250,
nous n'avons pas pu mettre des photos de tout le monde. Et puis, ici, vous avez une photo de l'honorable président du Costa Rica, son Excellence Carlos Alvarado Quesada, qui, dans son discours en plénière, n'a pas mâché ses mots et il a dit, un très évocateur, le caca compte. Et il y aura plus de détails à venir dans le rapport de la réunion qui va sortir bientôt. Et sur le prochain slide, voilà, donc en gros, c'était en tout 24 dialogues ministériels qui couvraient 3 thèmes. Et on va y revenir dans un peu de temps. Et puis, au-delà de ces discussions, next slide, au-delà de ces discussions cadrées, si je peux le dire, on a eu, ça a été une opportunité de faire pas mal de réseautage dans les différents groupements de partenaires et entre les groupements de partenaires. Donc, les photos que vous voyez ici, par exemple, la photo en bas, ce sont les représentants de la société civile qui étaient présents. Et en haut, on voit par exemple le point focal du Mali qui est en train de parler avec une représentante de la société, du secteur privé, et de même que le point focal adjoint du Mali encore est en train de parler avec les représentants de l'Agence française de développement. Voilà, donc c'était des discussions cadrées et puis des discussions plutôt libres et qui ont, je pense, été tout aussi utiles. Alors, on va passer les slides maintenant. On fait vite sur les photos. Alors, toutes ces photos, la plupart sont disponibles sur la page Facebook du SWA. Et avec ce mot, donc, je passe au prochain slide, à la prochaine partie, pardon, qui sera les résultats et le suivi de la réunion des ministres du secteur. Alors, si Jost il est présent, je voudrais lui faire appel, s'il vous plaît, pour qu'il présente cette partie-là. Jost, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez? Loud and clear. Ok, merci et bonjour de New York. Et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette résumé de notre conférence à Costa Rica qui était, de mon avis, un grand succès. Et ce succès, c'était, je pense, le facteur le plus important, c'était vos contributions dans le processus de préparation et les 6 mois avant la conférence. Et même les gens qui n'étaient pas présents dans la conférence étaient impliqués dans ce processus de préparation. Et je voudrais remercier tout le monde qui a participé dans ce processus, tout le monde qui était à la conférence et tout le monde qui maintenant avec nous est engagé sur le suivi de cette conférence, y inclut vous tous qui êtes dans cette webinaire. Et je pense que le résultat de cette processus de préparation, c'était que tout le monde, la ministre, les fonctionnaires du gouvernement, toutes les autres, les représentants de la société civile, secteur privé et toutes les autres étaient bien préparés du moment qu'ils sont arrivés à la conférence et ça a contribué, je pense, à des discussions qui étaient très profondes, ciblées et je pense forward-looking, si je peux utiliser un mot anglais. Et donc, encore une fois, un grand merci et à soi, nous espérons de compter sur cet esprit collaboratif pour les prochaines conférences que nous allons organisées dans le futur, y inclut donc prochainement la conférence des ministres financiers qui aura lieu en avril 2020 à Washington, D.C. Pendant les Spring Meetings du Banque mondiale. Donc, encore une fois, un grand merci. Et je voudrais juste, si on peut passer à la slide prochaine. Je voudrais juste faire le point sur les objectifs de la réunion. Sans doute, vous êtes déjà assez en courant, mais je pense que les objectifs les plus importants étaient que pendant cette conférence, on a une plateforme
pour nous tous, pour les decision makers, les décisionnaires, de se tenir redevables pour le progrès. Donc c'est vraiment une question d'une responsabilité mutuelle que nous avons envers nous tous et aussi vers toutes les populations dans nos pays. Et je pense que cette responsabilité était une thème dans toutes les discussions et je pense que l'esprit de cette volonté de l'apprendre l'un de l'autre, c'était vraiment impressionnant. Deuxièmement, donc, l'idée dans cette conférence était évidemment de faire une stock taking en utilisant le cadre de notre partenariat SWA. Donc vraiment donc un exercice en dresser un tableau de secteur. Où est-ce qu'on nous sommes maintenant? Quel est le progrès qu'on a fait? Quels sont les défis pour le futur? Donc ça, c'était un autre objectif très important. Et puis, catalyser. Comment est-ce qu'on peut... J'ai un écho. Est-ce que quelqu'un peut fermer son micro? Merci. Donc, catalyser les progrès parce que il est clair qu'il y a beaucoup de défis avant nous, surtout dans le décennie qui va venir, qui va commencer bientôt donc notre trajet vers l'année 2030. Et là, donc, nous devons réaliser l'objectif mondial de développement 6. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et donc un troisième objectif, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut catalyser le progrès. Et très important aussi, augmenter notre soutien pour les processus nationaux. Donc, les cycles nationaux de planification. Comment est-ce qu'on peut mieux aligner tous ces processus? Comment est-ce qu'on peut intervenir dans le meilleur moment, prendre des décisions au meilleur moment? Donc, ça, c'était le quatrième objectif important. Next slide, s'il vous plaît, Citali. Oui, donc vous avez déjà vu que cette conférence était la conférence la plus grande que nous avons organisée dans l'histoire de SWA, le 10 ans de l'existence de SWA. Il y avait 53 ministres à cette conférence qui était, comme vous avez vu, ouvert par le président de Costa Rica, qui a parlé longtemps et je pense très profondément, qui a vraiment concentré sur le thème de éliminer les inégalités, hein, de mettre les populations les plus vulnérables devant. Et donc c'était très impressionnant. Je pense que toute notre conférence était très mouvée par ces mots. Donc, il y avait environ, je pense, 260, 270 participants qui sont venus de plus de 70 pays du monde. Et je pense que c'était de nouveau un nombre énormément élevé comparé avec les autres conférences que nous avons organisées dans le passé. Il y avait, comme vous avez vu, 7 sessions plénières. On va regarder un peu plus en détail qui était discuté dans ces plénières et aussi les dialogues ministériels. Donc, il y avait 3 dialogues qui étaient divisés par un total de 24 sessions. Donc, c'était vraiment des groupes petits et ça a permis donc je pense, une discussion très substantielle et profonde. Il y avait, comme j'ai dit, le processus de préparation pour cette conférence était crucial. Et là, donc, il y avait beaucoup plus de participants qui ont participé, plus que 350. Et je pense que ce processus de préparation donc, a contribué les environ 300 engagements déclarés par 47 gouvernements et 18 organismes mondiaux, y inclut UNICEF et le Banque mondiale et le Banque interaméricaine. Et donc, de nouveau, ici, vous pouvez voir un résultat important et concret de tout ce processus de préparation. Et je pense que c'est aussi une illustration qu'il est tellement important maintenant
que nous tous participons dans le processus de suivi parce que maintenant, nous devons commencer à travailler avec tous ces engagements. Il y avait aussi donc des connexions de ailleurs aux sessions. Donc, il y a toutes les plénières étaient live stream sur l'Internet. Donc, il y avait beaucoup de participants virtuels aussi. Voilà, donc ça c'était un peu ce que nous avons trouvé à Costa Rica. Et de nouveau, c'était tout grâce à vous que cette réunion était une réunion très efficace et très succès. Allez, prochain slide, s'il vous plaît. OK. Les sessions plénières. Je pense que là, les thèmes qui étaient dans toutes les discussions, c'était de nouveau, comme j'ai dit, l'élimination des inégalités, donc de ne laisser personne derrière. Donc, c'est le thème de tous les événements dans le monde du eau et sanitation cette année, hein, et surtout aussi dans notre conférence. Et je pense que ça, c'était le thème le plus important parce que ça a des implications pour toutes les autres discussions que nous avons eues dans les plénières et dans les dialogues ministériels. Par exemple, si nous discutons sur le financement de nos secteurs, les tâches d'éliminer l'obligation d'éliminer les inégalités, ça a des implications financières. Donc, c'était un thème qui était dans toutes les discussions. Aussi, donc, cet autre thème important, c'est la redevabilité mutuelle et donc de nous tenir responsables nous-mêmes. C'était un autre thème très important et de nouveau, c'était, je pense, la base fondamentale de toutes les discussions dans cette conférence. Voilà, donc c'était vraiment concentrer la discussion, qu'est-ce que nous devons faire pour éliminer les inégalités, pour mettre les plus vulnérables devant, et comment est-ce qu'on peut faire mieux. Donc ça, c'était vraiment le thème de toutes les discussions. Voilà, dans les dialogues ministériels, et on va voir un peu plus en détail plus tard, là, donc, il y avait les ministres qui ont fait des présentations très substantielles, bien préparées. C'était vraiment, je pense que dans le feedback que nous avons reçu de tous les participants, ils ont apprécié les dialogues ministériels le plus. Et je pense que donc pour le futur, c'est une facette de nos conférences que nous devons, que nous voulons donc augmenter dans les programmes et peut-être donner plus d'importance sur ce dialogue ministériel. Voilà. Prochain slide. Voilà, donc un peu plus en détail. Donc, on avait ces grands thèmes, éliminer les inégalités, la redevabilité mutuelle. Et donc maintenant, il y avait des autres sujets que nous avons discutés dans toutes les discussions. Hein, le leadership. Comment est-ce qu'on fait, on peut développer notre leadership pour une meilleure planification, meilleure allocation de ressources, meilleure utilisation des ressources que nous avons, la planification, suivi et revue, hein, donc des choses que nous discutons aussi aujourd'hui. Financement, comment mieux utiliser les ressources financières que nous avons et comment est-ce qu'on peut trouver des autres ressources, y inclus non traditionnelles comme par exemple dans des secteurs partenariats, comment est-ce qu'on peut travailler meilleur sur le plan national avec la société civile, secteur privé, investisseurs privés. Donc toutes ces choses étaient très très important. Comment est-ce que nous pouvons mieux utiliser les données que nous avons, améliorer la qualité des données, et comment est-ce qu'on peut utiliser les données pour mieux communiquer sur sanitation et eau.
parce que ça aussi, c'est important pour faire le cas, pour faire le plaidoyer pour plus d'investissements dans le secteur du eau et sanitation. Donc, il faut aussi utiliser les données pour nos arguments. Et un autre thème qui devient de plus en plus important, c'est le thème du changement climatique. Évidemment, ça a un impact énorme sur notre travail. Et je pense que maintenant, SWA commence à développer notre nouvelle stratégie pour après 2020. Et cet thème de climate change, ça devient, je pense, de plus important en général et surtout dans notre stratégie. Et j'espère que dans les mois qui vont suivre maintenant, parmi vous, il y aura sans doute des participants qui vont contribuer à la formulation de notre nouvelle stratégie SWA. Donc, changement climatique. Et puis, il y avait M. Rudd, notre président de haut niveau du SWA, qui a donc présenté une déclaration finale. Tout d'abord, le droit à eau et conditions sanitaires, c'est un droit humain, c'est un droit de l'homme. Et donc là, ça, il a souligné de nouveau. Il faut toujours souligner ce fait. Deuxièmement, donc, si nous parlons des gens qui sont laissés derrière, les plus vulnérables, donc il faut les identifier. Donc il faut surtout, donc, comme un premier pas, identifier les personnes qui ont été laissées derrière. De plus, avoir des systèmes intégraux, les lois, les cadres réglementaires, les politiques et les institutions, nous devons tous être dans un système intégré. Et c'est important. Par exemple, pour les investisseurs dans notre secteur, il est très important d'avoir un système réglementaire qui bien protège les investissements. Donc, c'est un exemple. Donc, là aussi, le système doit être intégré avec tous les acteurs, tous les règlements, toutes les lois nécessaires pour une gestion efficace de nos ressources et de notre secteur. Donc, il a terminé avec un appel à tous les pays de revisiter leur stratégie de financement pour le secteur et de voir comment est-ce qu'on peut les améliorer. Donc ça, c'est donc une sorte de défi pour nous, donc pour préparer pour la réunion des ministres des Finances de 2020, qui, comme j'ai dit, qui aura lieu à Washington en avril. Et donc, il a terminé avec un appel donc d'être courageux, de prendre des risques. Et donc, je ne sais pas comment le dire en français, mais peut-être Balban peut m'aider. Et donc, vraiment d'être original et to think out of the box. Et avec ça, je voudrais donc passer le mot à Balban et merci de votre attention. Merci beaucoup, Jost. Jost, qui est notre Chief Operations Officer au SWA. Et malheureusement, je ne connais pas la traduction directe de Think Out of the Box, mais je pense que l'idée, c'est qu'il faut être innovant et il faut être originaux. Voilà. À part ça, donc, merci beaucoup, Jost, pour cette première partie qui nous a un peu résumé la réunion des ministres du secteur. Et maintenant, si on peut passer au prochain slide, c'est Ali. Voilà. Si j'en appelle maintenant à Monsieur Vonji Andriamanga et des hydrocarbures du Madagascar. Et Monsieur le ministre, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous voir en personne à Costa Rica. Et puis c'est un tout aussi grand plaisir de vous avoir ici. Donc je vous laisse la parole maintenant et ensuite nous ouvrirons un peu les discussions puisque nous souhaiterions aussi qu'interviennent d'autres partenaires, notamment des partenaires techniques et financiers et puis la société civile. Alors, Monsieur le ministre, c'est à vous pour nous parler de l'expérience de la réunion des ministres
de votre point de vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Écoutez, je suis vraiment honoré d'apporter ma pierre à cet édifice du secteur de l'eau. J'ai préparé cette intervention en fait sur Madagascar autour de 4 grands sujets. Je voudrais partager avec nous tous. Le premier sujet concerne finalement la préparation de cette réunion ministérielle. Ensuite, le deuxième sujet, c'est finalement qu'est-ce que Madagascar a acquis dans cette expérience. Enfin, ça a été déjà dit tout à l'heure en introduction, nous aussi nous avons quelques sujets de préoccupation et on aimerait bien échanger avec vous. Et enfin, quelles sont nos perspectives à Madagascar à l'issue de cette réunion des ministres du secteur de l'eau et de l'assainissement. Alors, si on commence par ce qui s'est passé avant la réunion, si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a vraiment retenu dans la préparation de cette réunion? On a vraiment apprécié l'approche participative pour la préparation de la réunion. Il y a eu, par exemple, pour Madagascar, dans le cadre de la fiche pays, un travail en commun, une co-élaboration de cette fiche avec l'ensemble des acteurs. Et ça, je pense que c'est bien parce que ça nous a permis déjà à nous tous ensemble de nous mettre sur les mêmes longueurs d'onde. En plus, il y a eu des échanges préparatoires sous forme de webinaire, comme ce qu'on fait aujourd'hui entre les pays. Et ça également, ça nous a permis, avant même la réunion, de nous mettre dans le bain. Et je trouve que c'est très intéressant pour être vraiment, pour profiter vraiment au maximum la réunion ministérielle. Nous avons bien sûr, dans le cadre de la co-élaboration de la fiche pays, réalisé une analyse commune de notre situation. Et cette analyse nous a permis d'ailleurs d'identifier, puisque c'est un des sujets phares de la réunion de Costa Rica, c'est le traitement des inégalités. Et pour nous, à Madagascar, on a découvert ou on a conforté l'idée qu'il y a bien des inégalités à Madagascar, et ce sont des inégalités au niveau régional. Et tout ceci dans un cadre où c'était un nouveau gouvernement qui est arrivé donc aux manettes, et on était en train d'élaborer notre contrat de performance pour l'année 2019, ce qui fait que les deux démarches ont été menées en parallèle, et ça nous a vraiment facilité tout le travail d'élaboration et de formalisation de notre contrat de performance 2019 en ce qui concerne bien entendu le domaine du WASH. Voilà, je pense, quelques éléments à partager sur comment ça s'est passé cette phase préparatoire pour Madagascar. Ensuite, si on peut passer à la slide suivante, finalement, qu'est-ce qu'on a ressenti comme acquis lors de cette réunion? On était vraiment très impressionnés par les feedbacks que les participants nous ont donnés, donc par la visibilité de Madagascar dans le domaine du WASH. On a vraiment pu partager notre volonté politique d'aller de l'avant dans ce domaine-là, partager quelques initiatives que nous avons menées parce que c'était début avril, le nouveau pouvoir est arrivé fin janvier, donc en quelques semaines, on a pris un certain nombre d'initiatives, et surtout le défi on a pu partager le défi qui se présentait devant nous. Et là, j'aimerais bien préciser que quand on est venu à cette réunion, on pensait qu'on avait une grande charge, un grand challenge à relever.
qui était un peu une préoccupation pour nous, et que finalement on a découvert que ce challenge-là, ce défi-là est partagé par un ensemble de pays. Donc c'est aussi un peu rassurant. Des acquis aussi pour la Réunion, c'est ces dialogues ministériels que nous avons vraiment appréciés par sa taille réduite, parce qu'ils nous ont permis de nous comparer finalement par rapport aux autres pays. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, nous rassurer quelque part sur l'ampleur de la tâche à mener. Ces dialogues nous ont permis également d'aller plus loin dans les analyses de nos problèmes, notamment sur les problématiques de financement, sur les problématiques des approches des zones urbaines ou semi-urbaines, sur la problématique des inégalités, on en parlait tout à l'heure. Et puis ça nous a permis de tisser quelques liens, bien sûr les liens classiques avec les grands acteurs du domaine du WASH dans le monde, mais aussi des acteurs des pays comparables, et donc possibilité demain d'ouvrir d'autres types de coopération, des coopérations sud-sud par exemple. Et enfin, mais ça a été dit, mais j'insiste fortement là-dessus parce que je pense que ça c'est un sujet commun à nous tous. Cette réunion nous a vraiment confortés sur la nécessité de mettre en place de nouvelles sources de financement au niveau en tout cas de notre pays. Et j'ai plutôt le sentiment que c'est un sujet qui est partagé par tous les pays. Voilà ce que l'on peut dire par rapport aux acquis de ces 2 jours passés au Costa Rica. Et on peut parler maintenant finalement de nos préoccupations dans ce domaine-là à cette période-ci. Alors, préoccupations préexistantes, mais préoccupations aussi confortées à l'issue de cette réunion ministérielle. Alors, je me répète, mais je pense que c'est important de se répéter et de marquer les quelques points clés. Je pense que la tâche est immense. Pour vous parler, par exemple, de Madagascar, nous sommes en train de doubler le volume manuel de travaux dans le domaine de l'adduction d'eau et bien entendu dans le domaine de l'assainissement et de l'hygiène. Donc c'est pas une augmentation de 5% ou de 10% classique, c'est un doublement, et ça c'est 2019 par rapport à 2018, mais sur 2020 il va falloir encore qu'on monte un cran au-dessus. Donc l'ampleur de la tâche est très importante, surtout si nous voulons atteindre l'objectif des Nations Unies d'alimenter en eau potable toutes nos populations d'ici 2030. Le deuxième sujet, je pense, de préoccupation, et je l'ai dit et je le répète, c'est le besoin de financement. Et dans ce besoin de financement, il est clair que pour faire face à l'ampleur de la tâche, il sera indispensable de croître de manière significative les financements. Les financements, bien sûr, de l'État, parce que l'État doit prendre sa part. Il est responsable de l'alimentation, de l'adduction en eau potable de sa population, mais aussi croissance indispensable et de manière sensible au financement de tous nos partenaires techniques et financiers. Et quand on a parlé tout à l'heure d'action vers tous nos partenaires, je pense que c'est plus vrai que jamais, cette action de sensibilisation est nécessaire et doit être menée de manière collective. Troisième sujet de préoccupation que nous commençons tout juste à percevoir. Je sais que dans certains pays, c'est déjà un problème. Nous, on a échappé à ce problème-là jusqu'à maintenant, mais ça commence à apparaître. Ce sont les cas ou les problématiques des petites villes et des zones périurbaines, des zones de banlieue. Nous commençons à avoir des problématiques d'approvisionnement en eau et des problématiques d'assainissement.
Et je pense que cette problématique, elle est commune à tous les pays en développement comme Madagascar. Et il faudrait qu'on se préoccupe vraiment de ce sujet pour éviter demain, après-demain, l'explosion de toutes ces petites villes et toutes ces zones périurbaines. Et enfin, dernier sujet de préoccupation, c'est la gestion de toutes ces données. Gestion de toutes ces données parce que bien entendu, il faut qu'on ait des indicateurs, il faut qu'on mette en place des dispositifs pour mesurer les résultats sur le terrain, pour mesurer les besoins réels, mais il y a aussi un besoin très important de partager les données. Il y a énormément d'acteurs et nous sommes ravis d'avoir beaucoup d'acteurs qui agissent dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Mais il va falloir qu'on partage ensemble ces données pour que tout le monde puisse avoir un état des lieux et puisse dessiner tous dans la même direction les actions menées dans le territoire. Et je pense que c'est un sujet qu'il faut qui a commencé à être pris en charge, mais qui nécessite d'être conforté dans les années à venir. Voilà, grosso modo, les principaux sujets de préoccupation de notre point de vue. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'au vu de ces préoccupations, qu'on puisse se projeter sur l'avenir, définir finalement nos perspectives, parce que nous sommes là au pouvoir pour agir. Et donc, pour nous, c'est vraiment un moteur. Ces sujets de préoccupation constituent un moteur pour nos actions. Et j'aimerais plutôt ouvrir sur des perspectives positives, perspectives d'encouragement. Donc à Madagascar, on est vraiment décidé, ça fait partie des principales priorités du président de la République. C'est en deuxième position dans ses priorités, donc ça c'est vraiment quelque chose de motivant. Et pour atteindre l'objectif des Nations Unies d'alimenter en eau toute la population, on s'est fixé l'objectif de 70% d'accès en eau potable d'ici 2023. Ça veut dire tous les ans alimenter en eau 2 millions de personnes supplémentaires. Ça c'est l'accès à l'eau. Mais bien sûr, en parallèle à ça, il faut aussi qu'on travaille sur l'assainissement et l'hygiène. Et nous sommes en train de préparer un grand programme qui s'appelle le programme Madagascar Madiou 2025, dont l'objectif est d'atteindre 100% de population ODF d'ici 2025 et 70% de ces populations qui utilisent des latrines basiques. Donc ça, ce sont deux objectifs stratégiques très importants qui animent finalement toutes les actions que nous engageons sur Madagascar. On va aussi lancer à partir de cette année une démarche plus globale que nous appelons la démarche WASH All-in-One. L'idée de mener de front les trois volets finalement de notre secteur, l'adduction d'eau potable, l'assainissement et l'hygiène. Et non plus traiter ces trois sujets-là de manière séparée. Nous avons un petit avantage sur le sujet parce que l'ensemble de ces trois sujets sont traités dans le même département dont j'ai la responsabilité. Donc, ça facilite un peu l'action pour mettre en œuvre cette démarche WASH All-in-One. Donc perspective pour atteindre ces objectifs, je l'ai déjà dit, je répète, doublement des objectifs annuels et bien sûr doublement des budgets associés. Donc nous nous sommes battus au sein du gouvernement pour prendre en compte ce doublement du budget, même si on part de très bas. C'est un signal fort qu'on donne à tous les acteurs du domaine. Quand l'État dit, moi je double mon budget sur les projets du secteur. On a aussi, nous sommes en train la réunion est prévue la semaine prochaine, de mettre en place la structure de coordination qui s'organise et au niveau national et au niveau régional. Et cette structure est une structure duale. L'État
travaille en pleine coopération avec les acteurs, avec nos partenaires techniques et financiers, pour coordonner ensemble, piloter ensemble l'ensemble des actions que nous menons pour développer le domaine, le secteur du wash à Madagascar. Bien sûr, tous les acquis que je vous ai présentés rapidement tout à l'heure ont fait l'objet d'un partage au niveau local dans l'ensemble du réseau wash de Madagascar. Deux autres perspectives, je pense, qui est mentionné et qui est pour nous constitue aussi une priorité. La formalisation de nos politiques, nouveau gouvernement, un plan stratégique qui s'appelle le plan d'émergence de Madagascar, avec un volet WASH conséquent à l'intérieur de ce plan d'émergence, qui est un plan sur 5 années. Un dispositif de pilotage des ministères très serré, puisque chaque ministre a son contrat de performance évalué par l'ensemble des acteurs. Donc, votre serviteur a son contrat de performance sur l'année 2019 et un programme sectoriel du domaine WASH qu'il faut donc formaliser. Mais aussi, au-delà de l'aspect politique, il faut aussi qu'on travaille en profondeur le cadre réglementaire. On en a parlé tout à l'heure du besoin de trouver des nouvelles sources de financement. Ça veut dire pour nous à Madagascar actualiser le code de l'eau et bien intégrer dans le code de l'eau comment on va pouvoir financer tous ces défis, tous ces enjeux qui se présentent devant nous, mais également travailler sur l'organisme de régulation du secteur de l'eau, de régulation finalement de toutes les ressources en eau, parce que l'intervenant précédent a parlé du réchauffement global, du réchauffement climatique. Ça veut dire moins d'eau disponible, et donc il faut aussi qu'on se préoccupe dès à présent sur le partage équitable de cette ressource en eau entre les populations qui ont besoin, bien entendu, de boire de l'eau potable, mais aussi ont besoin d'utiliser cette eau pour l'agriculture, mais aussi il a besoin d'utiliser cette eau pour produire de l'énergie. Et je peux parler que ultérieurement, il y aura aussi le domaine touristique qui aura besoin de l'eau, parce que c'est une zone touristique par excellence, les zones où il y a des ressources en eau. Donc finalement des perspectives que je souhaite être positives, même si la tâche est grande et qu'il y avait un certain nombre de préoccupations. Voilà ce que j'avais préparé et que j'avais souhaité partager avec vous. Et maintenant, bien sûr, je reste à votre entière disposition pour échanger concrètement sur ces sujets. Je vous remercie. Un grand remerciement à Monsieur le ministre Andriamanga. Alors, je voudrais juste vous remercier de nous avoir dressé un tableau assez complet de ce que vous avez appris, de ce que vous avez apporté à cette réunion et de cette réunion, et en nous parlant de vos perspectives et de vos sujets de préoccupation. Et je voudrais maintenant, avant d'ouvrir pour d'autres interventions que nous aimerions avoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a des questions pour l'honorable ministre? Est-ce qu'il y a de la part des participants? Voilà, donc... Oui, bonjour, Barouat. Bonjour, Barouat. Bonjour. Monsieur Bokoum voudrait poser une question à l'honorable. Ok. Alors, Monsieur le ministre, c'est une question qui vient de notre point focal au Mali, qui est Monsieur Joro Bokoum. Et donc, je lui laisse la parole. Monsieur Bokoum. Permettez-moi de féliciter son Excellence, Monsieur le ministre,
pour ces très brillants exposés. Nous avons véritablement apprécié ici. Et nous voyons qu'au Madagascar, ils ont une démarche similaire à celle du Mali. Hein. C'est bien, franchement, et c'est bien ciblé. J'ai bien noté que ils viennent atteindre un taux de 70% en 2023, un taux d'accès à 70% en 2023. Et la question qui m'est venue en tête, ils sont à quel pourcentage en fin 2018 déjà. Donc, ils veulent augmenter de combien de pourcents par an. Et nous, au Mali, effectivement, le président de la République aussi s'est engagé et d'augmenter de 2% chaque année pour atteindre déjà 2020 à 61 taux de 73%. Ça sent bien qu'au Mali, nous sommes à 68,8% en fin 2018. Voilà un tout petit peu, encore une fois, nous avons trouvé très intéressant l'exposé de M. le ministre de Madagascar. Merci beaucoup. Merci pour cette parole, monsieur. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions pour nous passer? Ah oui, il y a une question de l'équipe du groupe. Donc, Mugabe, bonjour. L'équipe du Burkina voudrait remercier son Excellence le ministre de Madagascar. Alors, allô? Oui, on vous entend. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on voudrait remercier le ministre donc, pour sa présentation. Nous voudrons avoir des détails sur l'approche Wash in One dont ils ont parlé. Merci. Alors, ça c'était Monsieur Nonguerma, qui est le point focal au gouvernement du Burkina Faso. Et Monsieur le ministre, je vous laisse y répondre. Merci beaucoup. Très, très bonne question. Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, la coordination. Nous avons décidé d'organiser la coordination de toutes nos actions WASH au niveau régional. Auparavant, c'était fait au niveau national. C'est devenu une très grosse machine qu'on n'arrivait pas à piloter finement, je veux dire. Donc, on va piloter ceci au niveau régional avec un duo ministériel et partenaires techniques et financiers. Et donc, l'idée de notre démarche WASH All-in-One, c'est que dans un village, je vais en prendre un cas concret, jusqu'à maintenant, il y a un acteur qui vient pour dire « Tiens, je vais faire de l'adduction d'eau ». Et donc, on va faire de l'eau. Cette action-là terminée, l'action se termine, l'acteur repart, et finalement, ce village-là aura de l'eau, mais n'aura ni assainissement, ni pratique d'hygiène. Et donc, il va falloir revenir 2-3 fois dans ce village pour mener les actions. Notre décision, c'est de dire, quand on va engager une action dans un village, que ce soit une action d'adduction d'eau ou une action d'assainissement, eh bien, on s'assure, une fois que l'action est terminée, que ce village-là soit et alimenté en eau potable, et équipé en assainissement, et pratique l'hygiène de manière complète. Et c'est ça la démarche WASH All-in-One, c'est-à-dire qu'on fait le travail et on le fait bien, quitte à mettre en coopération 2-3 acteurs, parce que nous avons des acteurs, par exemple, spécialisés uniquement en eau potable ou spécialisés uniquement en assainissement. Dans ce cas-là, on met 2 acteurs, on leur dit, vous pilotez ensemble ce village, mais quand vous repartez de ce village, eh bien, ce village sera WASH 100%. C'est ça la démarche WASH All-in-One. Alors, il n'y a pas encore de retour d'expérience parce que là, c'est notre volonté qu'on affiche et on va l'intégrer dans notre programme dès l'année 2019. Et donc, l'année prochaine, je serai heureux de vous parler du retour d'expérience de la démarche
Wash All-in-One. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un? Oui, je vous entends. Ok, très bien, très bien. Alors, Monsieur le ministre, merci beaucoup de nous avoir un peu explicité ce que c'est le Wash All-in-One. Et il est tout à fait vrai qu'un intitulé de ce genre interpelle de sens très encourageant, parce qu'on a envie de savoir ce que c'est All-in-One. Donc, on attend l'année prochaine pour que vous nous en disiez plus sur la mise en œuvre de cette approche. Alors maintenant, juste encore, j'appelle à l'audience. Est-ce que on a d'autres questions pour Monsieur le ministre? Alors, je m'excuse à Hussein Goumali. Oui, allez. La question de M. Bokoum n'a pas été répondue, me semble. Comment? Par rapport au taux d'accès avant d'avoir fixé les 70% pour 2023 et la progression aussi annuelle qui est attendue. D'accord. Ok. Tu veux dire le taux de référence et puis l'avancée par année, c'est ça? Exact. Allez-y, monsieur. Si j'ai bien compris la question, c'était pour connaître exactement à combien on est aujourd'hui pour atteindre 70% en 2023. C'est ça? C'est bien ça. Alors, j'ai un peu de difficulté à vous répondre. Officiellement, donc je précise bien officiellement, nous avons aujourd'hui 54% de population qui ont accès à l'eau potable. Je reprécise officiellement. Je ne sais pas dans vos pays respectifs. Chez nous, quand on a fait une démarche de comptabilisation concrète sur le terrain, ce chiffre officiel est très très bas. La réalité du terrain est autrement. Donc, nous, dans notre discours aujourd'hui, on dit qu'il y a moins d'une personne sur deux, donc moins de 50%. On serait même à 35% aujourd'hui d'accès à l'eau potable. Mais le chiffre de 35%, malheureusement, n'est pas un chiffre officiel, donc je ne peux pas vous le dire ici officiellement. Mais c'est un taux très bas, donc on a beaucoup d'efforts à faire, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on doit alimenter tous les ans au moins 2 millions de personnes pour atteindre l'objectif de 70%. Donc, je ne sais pas, j'ai pas bien compris à combien était le Mali. Je sais que le taux est déjà très important, mais nous, malheureusement, on a encore beaucoup de démarches engagées pour arriver à cet objectif de 70% en 2023. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est bien répondu, monsieur le ministre. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, mon collègue Célestin, il avait eu la même question, donc je pense que monsieur le ministre y a répondu de façon très claire. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions ou pouvons-nous passer à la suite? Ok. Alors, J'ai vu qu'il y a une question sur les moyens. Oui. De Monsieur Célestin Pouya. Oui. Alors, en fait, les moyens aujourd'hui, donc pour atteindre ces 2 millions de personnes, on a déjà pour cette année, pour le budget de l'État, un doublement des moyens. Donc ça, c'est vraiment une décision très importante qu'on a prise au niveau du gouvernement de montrer l'exemple que l'on a, puisqu'on double l'objectif, on double aussi les moyens, à peu près, pour atteindre ces objectifs. Donc l'État est un des acteurs importants du domaine. Il y a bien entendu nos partenaires techniques et financiers. Donc nous faisons aujourd'hui des actions
vers nos partenaires techniques financiers, et c'est un de nos objectifs, par exemple, au Costa Rica, de rencontrer les responsables de haut niveau de nos partenaires financiers, techniques et financiers, pour leur dire, vous également, nous attendons de vous cet effort supplémentaire sur Madagascar, sinon nous ne pourrions pas seuls atteindre ces résultats. Donc jusqu'à maintenant, nous avons eu toujours des échos favorables par rapport à ça, et on les remercie finalement de nous accompagner dans cette dure tâche qu'on doit mener ensemble. Mais au-delà de ça, je pense que ça ne suffira pas, parce que les besoins vont croître, la population augmente, donc les besoins vont croître. Et les échanges que nous avons eus tout au long de ces 2 jours au Costa Rica nous a finalement conforté sur l'idée qu'il faut aussi que l'État trouve des sources de financement. Et il y a des sources de financement. Et nous allons modifier le code de l'eau, c'est la loi sur l'eau de Madagascar, pour nous permettre de finalement demander aux grands utilisateurs d'eau, on a des usines, les mines, qui utilisent énormément des ressources en eau et qui doivent aussi contribuer au financement de l'adduction d'eau pour la population. C'est leur solidarité, et je pense que c'est très important qu'on montre cette solidarité entre tous les utilisateurs de cette ressource en eau. Et donc c'est ça qu'on veut mener. Quand on parle de trouver des nouvelles sources de financement, c'est pas de taxer le ménage par rapport à l'eau qu'il utilise, mais plutôt de demander aux très grands utilisateurs d'eau, les usines, les mines, les grands hôtels avec piscine, de contribuer aussi de leur côté à cet effort national d'alimenter en eau potable à un prix socialement raisonnable. Ça, c'est extrêmement important, l'ensemble de la population malagasy. Et c'est ça qu'on veut mettre en œuvre. Et donc, nous pensons que nous aurons les moyens, si nous arrivons à coordonner le budget de l'État, c'est-à-dire l'investissement direct de l'État, les aides apportées par nos partenaires techniques et financiers et des nouvelles sources de financement. Je pense qu'avec ces 3 axes-là, nous allons pouvoir mener de front ce défi sur le domaine du WASH. Ok. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Maintenant, dans l'intérêt du temps, si l'audience le permet, on va avancer. Est-ce que Madame Sylvia Gaia, chef de WASH à UNICEF, est-ce que vous voudriez faire une petite intervention, Madame? Oui, bonjour, je suis à l'écoute et je suis avec beaucoup d'intérêt toutes les présentations qui ont été faites jusque-là par les différents participants et par les différents organisateurs. Merci beaucoup d'avoir donné tout cet aperçu de comment ça a été vécu d'un côté et de l'autre. C'est très intéressant en fait. Moi, je suis Sylvia Gaia, je suis un senior advisor pour l'eau, pour le changement climatique et pour le WASH dans les institutions ici à New York, en appui à notre chef de WASH qui est Kellyanne Naylor. Si vous vous rappelez bien, et ça c'est l'objet de mon intervention, si vous vous rappelez bien, notre executive director, Madame Henrietta Fore, a fait une séance d'ouverture aussi à soi. Et pendant son message, à part de toucher sur les multiples points qui sont importants, bien sûr, et encourager les participants à faire de très bonnes collaborations, elle a fait aussi mention à l'importance de travailler d'un point de vue de ne laisser pas aucune chose ou aucune personne derrière.
De ce point de vue, de ne pas laisser personne derrière, on pense que c'est très très important que les côtés des institutions soient aussi bien inclus parmi les actions, les engagements, les suivis et tous les plans que le gouvernement fait pour avancer sur les objectifs de développement durable. Comme vous savez, et précisément parce que juste les jours avant de soi, n'est-ce pas, a été présenté le premier rapport global sur les statistiques que le GMP, le Joint Monitoring Program, que c'est un programme partagé entre l'UNICEF et WHO ou l'OMS, qui monitore la situation de l'eau et l'assainissement au niveau global. Ils ont présenté ce rapport sur la situation dans les institutions, dans les centres de santé. C'était la première fois de faire un essai d'avoir des données au niveau global. Vous vous rappelez que le dernier mois d'août à Stockholm, ils ont aussi présenté la situation dans les écoles. Et on a vu que même dans les écoles, mais surtout dans aussi les centres de santé, il y a des très gros soucis par rapport à amener les institutions à avoir les standards appropriés au assainissement et hygiène. Comme vous savez, et ça entre dans la partie que normalement le ministère de l'eau travaille en collaboration avec les autres ministères qui sont responsables pour l'éducation et pour la santé. Et c'est un travail de 3 collaborations pour vraiment essayer de que tous les centres publics, tous les centres institutionnels ont l'accès à l'eau et à l'assainissement comme il le faut. Parce que s'il n'y a pas d'accès à de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les institutions de santé, dans les centres de santé, dans les hôpitaux, il y a très peu de choses qu'on peut avancer dans le domaine de la santé. Alors, mon intervention, c'est vraiment, je n'ai pas présenté, je n'ai pas aucun PowerPoint, c'est vraiment vous donner quelques points sur l'importance que dernièrement les centres de santé, les hôpitaux, tous les centres, toutes les institutions ont dans le travail que l'UNICEF et que l'OMS font au niveau global, parce qu'on a vu que c'est vraiment très important. S'il n'y a pas de ces conditions, les agents de santé peuvent difficilement amener des conditions pour la réception des patients, pour le traitement des patients, comme on a vu dans des grandes épidémies qu'on ravageait des zones très importantes de l'Afrique, surtout dans le choléra, dans l'Ebola, où on a vu que la réponse a été très difficile à les epidemic outbreaks, à cause précisément que notre centre de santé et notre hôpitaux n'étaient pas prêts avec les conditions de WASH et les conditions pour éviter la prévention et le contrôle des infections. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais il y a eu un call to action qui a été lancé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez, en mars 2018, donc ça fait un peu plus d'un an, dans lequel il a demandé tous les États membres et toutes les organisations et tous les donateurs et tous les partenaires de développement de vraiment se donner à faire avancer l'agenda de l'eau, l'assainissement hygiène dans les institutions de santé. Alors, à partir de ça a été créé un groupe global qui suivent avec tous les partenaires, tous les grands partenaires du secteur WASH dans les centres de santé, dans les institutions de santé, qui sont représentés là-bas et qui ont désigné une réponse à cette demande de l'action pour l'action et pour accélérer l'action de le secrétaire général. Une des choses qui a été achevée, ça a été cette publication de la situation au assainissement hygiène dans les centres de santé, qui a été fait avant de la réunion de SOA à Costa Rica. Ça a été même lancé à Costa Rica même. Et aussi, au même temps qu'on a lancé ça, on a dit, OK, ça c'est la situation, mais qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? On a lancé aussi un document qui s'appelle le guide pour avoir des étapes pour arriver à avoir une couverture universelle dans toutes les institutions de santé. Ce document a été aussi lancé, ça donne 8
lignes d'action que le pays peut prendre pour vraiment essayer d'assurer que ces activités sont tenues en compte par les différents ministères qui sont responsables, mais aussi que le pays vraiment a un système de suivi, a des objectifs par rapport à cela aussi, pas seulement la taux d'accès, disons, pour la population, mais aussi dans les centres de santé. Et bien entendu, je profite pour mentionner aussi les écoles. Aussi, il y a un autre guide qui s'appelle Wash Fit, qui a été publié un peu à l'avant, et que ça donne une façon de faire un autodiagnostic par les centres de santé. Ça, c'est un outillage pour les mêmes centres de santé et les institutions de santé pour voir qu'est-ce qu'ils sont les zones où ils peuvent améliorer. Avec ça, je vais tout simplement dire que c'est très important que tous les ministères et que tous les pays membres et tous les pays qui sont membres du partenariat global de soins prennent importance sur le besoin de vraiment faire des commitments, des engagements très particulière autour de l'eau, l'assainissement, l'hygiène aux institutions et surtout à les institutions de santé et à les écoles. Bientôt, on va publier un Global Investment Case pour assurer que aussi on va toucher un peu les donateurs sur ça pour dire voilà, c'est important, c'est une zone qui normalement ne reçoit pas assez de financement. Et en même temps, il y a une réunion globale au niveau global qui va être faite, si je ne me trompe pas, apparemment en Zambie du 9 au 11 de septembre pour essayer d'amener des donateurs, des partenaires, des agences des Nations Unies et aussi certains représentants au niveau pays pour vraiment faire un effort ensemble et voir comment on peut vraiment libérer ça au niveau de toutes les régions. Donc, s'il y a plus d'informations que quelqu'un veut avoir sur ça, référez-vous à les différents collègues d'UNICEF au niveau pays, au niveau des régions, au niveau global, pour qu'on puisse vraiment vous donner l'accès et les informations, si vous ne les avez pas déjà, sur ce rapport global, sur les actions, les 8 lignes d'action qu'on voudrait voir sur les WASH dans les institutions de santé au niveau des pays, pour pouvoir vraiment avancer entre tous, parce que c'est une zone programmatique qui est un peu laissée à côté et que c'est important parce que quand on pense accès universel, ça veut dire pour tous et ça veut dire dans tous les contextes dans lesquels la population est, donc pas seulement dans les zones d'habitation, mais aussi bien sûr dans les écoles et dans les centres, les institutions de santé. De mon côté, je n'ai aucune autre chose, à moins qu'il y ait des questions sur ça, je serai content de les donner réponse. Merci beaucoup. Excellent. Madame Gaïa, merci beaucoup. Très rapidement, on a le temps pour une question et juste pour que vous sachiez tous, dès que ces webinaires seront terminés, on va préparer un résumé et on va y faire référence à tous les documents dont nous a parlé Madame Gaïa. Donc, en attendant ces documents, est-ce qu'il y a des questions, et pour profiter de la présence de Madame Gaïa avec nous, est-ce qu'il y a des questions pour elle? On a le temps pour une question. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Toutefois, n'hésitez pas à les ajouter à la fonction chat. Dans le temps qui nous reste ou de nous les envoyer. Alors maintenant, je voudrais juste passer la parole à Madame Sofitou Diop qui, elle, représente le versant société civile du secteur. Donc, je voudrais donc faire appel à Madame Diop. C'est à vous, Madame. Merci, Balwan. Bonjour tout le monde. Comme Balwan vient de le dire, mon nom c'est Sofitou Diop. Je travaille au niveau de l'organisation Speak Up Africa qui est basée à Dakar. Tout d'abord, je tenais vraiment à remercier SWA par rapport au forum qui s'est tenu en Costa Rica. Je pense que ce fut l'un des rares événements où on a permis vraiment au secteur privé de s'exprimer sur les questions liées à l'eau et à l'assainissement. Et l'une des sessions qui était particulièrement très intéressante pour nous, c'était la session avec les ministres parce que non seulement cela a permis d'avoir
des échanges entre les ministres, mais également cela a permis à toutes les autres catégories, que ce soit le secteur privé ou la société civile, de poser directement des questions à ces ministres-là. Mon intervention va un peu plus porter sur le rôle de la société civile par rapport au respect des engagements qui ont été pris lors du SWA, parce que je pense que le rôle essentiel qu'il faudra que nous jouons au sein de nos pays même, c'est de s'assurer que tous ces engagements-là qui ont été pris lors de ce forum-là sont respectés au niveau national. Et quand je parle de niveau national, c'est non seulement au niveau des ministères de l'eau et de l'assainissement, mais également à un niveau beaucoup plus bas qui concerne le niveau local, c'est-à-dire les municipalités. Et il faut dire que je suis basée au Sénégal, mais lors de ce forum-là, le ministre du Sénégal n'était pas présent pour des raisons politiques, vu qu'on venait de sortir des élections. Et l'une des actions que la société civile va déjà enclencher à ce niveau, c'est de rencontrer le nouveau ministre de l'eau et de l'assainissement pour un peu lui exposer les résultats majeurs qu'il y a eu lors du forum, mais également partager avec lui tous les messages que la société civile a eu à développer en amont même de la préparation de ce forum-là. Et l'un des aspects également sur lesquels je voulais vraiment insister, c'est par rapport aux données, parce qu'on se rend compte vraiment que peut-être au niveau ministériel, il y a une assez bonne compréhension du concept de ne laisser personne derrière. Mais lorsqu'on vient un peu plus au niveau du niveau municipal, on se retrouve dans une situation où les municipalités et les maires en question ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. Ils n'ont pas une idée claire de qu'est-ce qu'on entend par personnes les plus vulnérables, quels sont les critères qu'on doit mettre en place pour être sûr que ces personnes-là sont plus vulnérables. Donc, dans ce cadre-là, la société civile a vraiment un rôle à jouer pour un peu appuyer toutes ces municipalités-là, la communauté et également les ministères, afin qu'on soit sûr qu'il y a une meilleure compréhension de cette thématique-là. Et le volet recherche-action, je pense, jouera un rôle essentiel dans tout ce qui est engagement de tous ces acteurs-là. Donc, c'est vraiment un appel à l'action qui est lancé en direction non seulement de SWA, mais également au niveau de tous les bailleurs et des organisations de la société civile, afin qu'on s'assure qu'on aura toujours la voix, quelles que soient les réunions qui sont organisées, mais également qu'on donnera l'occasion non seulement aux ministres, mais également à ces représentants de la communauté, à savoir les municipalités, l'occasion d'exposer eux leur conception de ce concept qui est de ne laisser personne derrière. Donc, je vais m'arrêter là et s'il y a des questions, je serais vraiment heureuse d'y répondre. Bravo, merci beaucoup, Sofietou. Est-ce qu'il y a des questions pour elle ou pour Madame Gaïa avant elle, avant que l'on passe à la prochaine et dernière partie, qui va où je vais parler de l'au-delà de la réunion des ministres du secteur. Ok. Alors, donc je vais démarrer cette partie-là qui va vous présenter un peu quelques recommandations de ce que l'on doit faire au-delà de cette réunion des ministres du secteur. Alors, merci à nos trois intervenants, à Monsieur le ministre André Amanga et puis à Madame Sylvia Gaïa de l'UNICEF et à Sofietou Diop de la société civile. Alors, je vois qu'on a présent aujourd'hui au moins 10 pays francophones et pour la première fois, la majorité de ces pays ont de multiples partenaires qui sont présents au même moment, ce qui est une très bonne indication du partenariat et de l'intérêt de ce webinaire pour plusieurs types de partenaires. Alors, je voudrais revenir avant d'avancer. Je voudrais revenir sur ce que notre collègue Jost il avait dit, c'est qu'il y avait finalement plus de personnes qui ont participé à la préparation de cette réunion que à la réunion elle-même. Donc, les chiffres il y a environ 350 personnes qui ont participé à préparer cette réunion et 270 participants à la réunion elle-même. Donc, c'est une très très bonne chose. Pas tout le monde a pu se rendre à Costa Rica, mais le travail de préparation, et ça a été déjà souligné par les interventions dans les webinaires précédents et par Monsieur le ministre André Amanga, que cette préparation a été assez clé
pour réussir la réunion. Donc, juste, je vous rappelle de bien vouloir mettre vos noms dans la fonction si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous présente la partie au-delà de la réunion de multisecteur. Alors, sachez que on va bientôt vous partager un document qui explicite toutes ces recommandations. Ce qu'on va faire après la réunion des ministres du secteur. Alors, en gros, nos recommandations sont que les activités de suivi soient structurées en 5 catégories. Alors, ce sont des recommandations, bien sûr, où en fait, il y a une des choses à faire, c'est de plaidoyer au plus haut niveau. La deuxième chose, c'est de planifier sur les bases factuelles, donc sur les evidence base. Troisième, ce serait de mettre en place et de suivre les engagements. Quatrième, ce serait d'intégrer ne laisser personne derrière dans les processus sectoriels et de documenter et de disséminer vos expériences. Alors, je vais revenir à chacune des catégories tout de suite, mais tout cela, si vous voulez, pourrait se structurer dans une sorte de plan de suivi que l'on recommande dure 6 mois. Donc, ce serait un plan de suivi sur 6 mois qui comprend toutes ces activités citées ci-dessus. Et pourquoi faire un plan? Mais puisque ça va créer et maintenir l'élan au plus haut niveau et ce sera un bon outil de communication. Ensuite, ça va aider à ce que tout le monde qui s'occupe du secteur ait une compréhension commune de ce qu'il faut faire et de là découlerait la définition des rôles et des responsabilités. Et puis, pourquoi élaborer un plan de suivi? C'est aussi pour dire que les actions de suivi doivent contribuer aux processus nationaux et à l'envers, ces actions de suivi doivent profiter de ces mêmes processus nationaux. Et donc, si on a un plan de suivi qui est assez bien calé avec les processus en cours, eh bien, il y aura un bénéfice mutuel pour les deux. Et on vous enjoint de partager votre plan de suivi avec le secrétariat SWA pour 2 raisons principales. La première, c'est pour que nous, on puisse, avec vous, identifier l'aide dont vous avez besoin et pour qu'on puisse mobiliser cette aide. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que les autres puissent apprendre de vos expériences et vice-versa. Et c'est exactement le but même de l'existence, si vous voulez, du SWA. C'est aussi une plateforme d'échange et voilà, donc on vous demande de bien vouloir partager ce plan de suivi. Alors maintenant, très rapidement, je vais passer sur les slides puisque nous avons une petite activité qui vous est prévue. Alors, ces slides vont être partagés tout de suite après le webinaire, donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à tout lire. Juste sur ce slide-là, que je vous laisserai lire après, une des activités principales, ce serait un atelier de restitution de la réunion des ministres du secteur. Alors, j'ai déjà eu écho qu'il y a plusieurs pays qui ont planifié ça, ou qui vont le faire, ou qui l'ont déjà fait. Et ceci comprend aussi les ministres qui vont rapporter sur cette réunion dans leur conseil de ministres respectifs. Alors, si vous avez déjà fait cet atelier de restitution ou cette restitution, eh bien, merci de nous le dire. Et si vous comptez le faire, dites-le nous aussi pour qu'on puisse savoir comment on peut vous aider. Et je sais que, par exemple, il y a un des pays qui nous a déjà demandé à ce qu'on intervienne lors de cet atelier de restitution pour expliquer en partie. Voilà. Donc, je passe maintenant au prochain slide. Je vais vous laisser lire toutes ces parties-là vous-même plus tard. Alors, la deuxième chose à faire, c'était de mettre en œuvre et de suivre les engagements qui ont été déclarés. Et là, tout organisme, y compris le gouvernement, y compris le secteur privé, y compris la société civile, a un rôle à jouer.
c'est que on a eu beaucoup d'engagements qui ont été déclarés en amont de cette réunion, et il y a certains de ces engagements qui doivent être revus puisque voilà les 6 raisons qui sont mentionnées sur la partie gauche de ce slide. Alors on a vu que globalement les engagements sont très bien. Toutefois, ces engagements perdent en quelque sorte leur puissance si elles ne sont pas SMART. Et SMART, donc, ce doit être des engagements spécifiques, ça doit être des engagements quantifiables, c'est-à-dire mesurables, ça doit être des engagements atteignables. Solo así, ellos solo ven, no ocupan que los vean, porque parece que no está dando la opción. Could you please mute the other lines? Thank you. Donc, il est impératif que les engagements soient. Quizá para que silencien a él. I'm sorry, whoever can hear us, please, could you mute your mic? Thank you. Et puis, il faut que les engagements soient pertinents, et puis il faut qu'ils soient opportuns. Donc, il est encore temps de déclarer de nouveaux engagements et de raffiner les engagements qui ont été pris. Et ça incombe à tous les groupements de partenaires de faire ceci. Alors, troisième chose, c'est de dire que tout ce que l'on fait dans le cadre du SWA, idéalement, doit être intégré dans les processus nationaux qui sont en cours. Et donc, il est nécessaire d'intégrer les résultats des analyses, par exemple, dans le processus de budgétisation. Ou bien de dire que ne laisser personne derrière figurera plus dans les revues sectorielles multipartites qui sont prévues. Ou bien, par exemple, utiliser les résultats dans les processus internationaux auxquels vous allez répondre, par exemple le forum politique de haut niveau. Donc ça, c'était une troisième catégorie d'action. Et la dernière, c'est d'identifier et de documenter et de partager les expériences, donc vos expériences. Et un des moyens, bien sûr, c'est lors de ces webinaires. Alors, nous avons déjà prévu toute une série de webinaires qui va continuer le dialogue sur ne laisser personne derrière. Et au cours de l'année, il y a un webinaire sur le rapportage, un sur la planification et un sur le financement, et tout à la lumière de ne laisser personne derrière. Donc, on va partager avec vous très rapidement toute cette série-là. Je voudrais que vous puissiez, avec notre soutien, et documenter l'expérience de vos gouvernements. Alors, j'ai déjà eu au moins des conversations avec au moins 3 différents pays dont ont émergé des idées excellentes. Par exemple, il y a un pays qui a un programme national du développement qui couvre une décennie, et 8%, donc je dis bien 8% de ce budget pour ce plan national a été alloué pour le secteur WASH. Et ça, il nous serait important de savoir comment on a atteint ça. Et donc, on va essayer de documenter cela dans la forme d'une petite country story. Ou bien, par exemple, il y a un autre pays qui met en place une plateforme de partage d'expérience qui se réunit tous les 3 mois. Et donc, ce serait aussi intéressant de savoir comment fonctionne cette plateforme, quels sont les résultats attendus, etc. Alors, voilà. Donc, on peut aussi nous demander à vous et à d'autres partenaires. Donc, cet apprentissage entre pays, c'est aussi entre pairs, c'est aussi un des buts du SWA. Et on peut déjà vous citer plusieurs exemples. Par exemple, le Nigeria s'est inspiré grandement de
l'Inde dans leur programme d'assainissement. Le Cambodge est en communication avec le Kenya en ce qui concerne le système d'information, système de gestion d'information dans le secteur WASH. Les Maldives aujourd'hui ont demandé à ce qu'on partage d'expériences d'autres pays en ce qui concerne la réglementation et le suivi. Donc, on peut aussi faciliter des échanges entre pairs. Donc, identifiez vos expériences, documentez-les et partagez-les avec nous pour qu'on puisse tous en profiter. Et puis, en première place, vous-même les pays. Alors, voilà, on a seulement 5 minutes qui restent et on avait prévu un petit exercice, mais qui est maintenant sur votre écran. Mais je pense qu'on n'a pas le temps pour cet exercice, malheureusement. Et aussi, je ne regrette pas puisqu'on a eu des interventions de très belles, de très beau niveau, qui nous ont éclairé sur pas mal de choses. Donc, on va partager avec vous ce petit outil qui s'appelle Mentimeter et que l'on a utilisé dans nos réunions internes et qui est très utile pour récolter les idées. Donc, on partagera avec vous le Menti tout de suite après le webinaire. Alors, tout cela nous amène aux 4 dernières minutes qui nous sont allouées et je voudrais vous remercier à tout le monde et peut-être laisser 1 minute pour une question s'il y en a. Et des questions pour nous, des questions pour d'autres personnes qui sont présentes, des questions pour nos excellents intervenants. Est-ce qu'il y a des questions ou pouvons-nous maintenant lever la séance? Ok. Alors, nous n'avons pas de questions. Si Monsieur le ministre André Amanga, si vous êtes là, je voudrais vous inviter très cordialement à clore cette session par un ou deux mots, si vous êtes toujours là et si cela vous convient. Ok. Donc, nous n'avons pas de questions et malheureusement, Monsieur le ministre n'est plus dans la réunion. Alors, donc, je vais clore moi-même. Je ne suis pas aussi bon orateur, bien sûr, que lui, mais je voudrais vous remercier tout le monde d'avoir été là, non seulement aujourd'hui, mais avant tout et surtout dans tout ce qui a précédé la réunion des ministres du secteur. Et on espère très vivement que vous serez aussi là pour collaborer pour tout ce qui va suivre. Alors, j'avais posé 2-3 petites questions aux points focaux. Je vais arriver. Donc, voilà. Donc, je vais faire la réunion. Merci. Là.